Nous approchons maintenant de la fin de notre voyage, celui d'expliquer ou de raconter comment ce beau pommier sur un champ de colza est apparu après 15 milliards d'années d'évolution de l'univers. L'image que vous voyez à l'écran est une étape fondamentale, l'apparition de l'eau sur notre planète, de cette substance solvante, dense, tiède, hospitalière, est un des chaînons de cette structuration de la matière. Et pour nous replacer dans notre pyramide de la complexité, voilà où nous en sommes. Nous avons gravi ces étapes. Nous sommes maintenant à ce moment où les atomes continuent à se structurer en molécules complexes à l'intérieur, dans l'eau, et de ces molécules complexes vont apparaître par association des cellules et un peu plus tard des organismes. Je voudrais reprendre cette histoire d'une autre façon en termes de ce qu'on peut appeler l'histoire thermique de l'univers. Et on va voir comment la température a évolué au cours du temps pour permettre précisément cette structuration de quarks, neutrons, protons, atomes, molécules. Et voilà une façon symbolique, si on veut, de raconter la même histoire. Ici, nous avons le temps à partir de notre zéro conventionnel, dont on a bien vu que c'était plutôt le moment à partir duquel nous commençons à comprendre quelque chose dans cette histoire de l'univers. Alors, 1 seconde, 1 million d'années, 10 milliards d'années, le présent, vous voyez que l'échelle est assez compacte. Ici, j'ai parlé du fait que quand des corps se forment, quand des forces associent des atomes pour en former des molécules, il y a toujours une perte de masse. Et cette perte de masse représente la stabilité des systèmes, c'est-à-dire, d'une certaine façon, la probabilité qu'ils se forment. Alors, l'univers commence dans cette région ici, on a mis aussi la température de l'univers. La température ici, à cette échelle-ci, c'est des milliards de degrés, et puis ensuite, progressivement, on descend vers le zéro absolu. Alors l'univers commence ici à très haute température, là il n'y a que des particules élémentaires, ces particules vont se joindre, les quarks vont s'associer en protons et en neutrons à une température déjà très élevée. Ensuite, il y a un petit peu de réaction nucléaire, on a appelé ça la nucléosynthèse primordiale, c'est là qu'on a vu les protons et les neutrons se combiner en hélium. L'univers continue à se refroidir et quelque part ici apparaissent les premiers atomes dans l'univers. Les atomes, l'hydrogène, l'hélium, il n'y a pas autre chose qui peut se produire à ce moment-là. L'univers dans son ensemble continue à se refroidir. Mais localement, grâce à la force de gravité, la température peut remonter et là, on parle de l'intérieur des étoiles. Cette température remonte jusqu'au point où des réactions nucléaires sont possibles et dans les étoiles, les réactions nucléaires vont produire tous les atomes que nous connaissons. À la mort des étoiles, ces atomes sont projetés dans l'espace, donc pour eux, la température descend, redescend jusqu'au moment où ces atomes ensuite peuvent s'associer, par exemple, dans quelque chose comme une nébuleuse stellaire, une nébuleuse protosolaire. Maintenant, on va s'intéresser à notre domaine, le domaine du système solaire. La température ici, localement, alors que dans l'espace, elle continue à redescendre, va remonter grâce à cette accumulation de la nébuleuse protosolaire et du fait que le Soleil s'allume. Le Soleil s'allume, réchauffe cette région, le voisinage du Soleil, dans laquelle se forment la Terre et l'océan. Et là, la température va se maintenir à une valeur moyenne qui est de l'ordre de 20 à 30 degrés centigrades, c'est-à-dire de 300 degrés absolus. Et c'est dans cette région ici, et grâce au fait qu'à cause de la présence du Soleil et de la stabilité du Soleil, la température va pouvoir rester la même pendant des milliards d'années, pendant 4,5 milliards d'années, que l'évolution va pouvoir continuer à des températures qui sont caractéristiques des énergies de formation des atomes et des molécules. Donc le système solaire, les molécules prébiotiques, la vie vont apparaître dans cette région ici, et c'est maintenant là que nous sommes. Alors nous revenons à notre océan primitif, nous le revoyons maintenant sous un autre angle,
il nous fait apparaître une chose importante. D'abord, l'idée présente maintenant que c'est probablement pas dans les profondeurs de l'océan, mais plutôt dans des mares, peut-être au bord des océans ou même dans des lacs d'eau douce, que la vie a pu apparaître. Mais élément fondamental pour cette apparition, c'est la présence du Soleil, c'est le rayonnement ultraviolet du Soleil. Notre Soleil envoie un petit peu de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement arrive jusqu'à la Terre. Et l'action de ce rayonnement ultraviolet sur l'eau et sur les molécules qui s'y trouvent est probablement un élément déterminant pour l'apparition de cette structuration moléculaire, pour le fait que des molécules plus compliquées peuvent apparaître lorsque des molécules simples se rencontrent et se joignent sous l'effet de la force électromagnétique. C'est à nouveau la force électromagnétique qui entre en action. C'est elle maintenant qui va être la grande actrice de tout ce chapitre jusqu'à l'apparition de la vie sous ses formes les plus complexes. Cette force électromagnétique, on l'a vu, a pour effet d'associer des atomes en molécules et des molécules simples en molécules complexes. Un jour, on ne sait pas très bien comment, ça reste un des aspects mystérieux de ce chapitre, de cette évolution pré-biotique. Un jour apparaît cette molécule extraordinaire qu'on appelle l'ADN, qui est composée surtout de carbone, d'azote, d'hydrogène, d'oxygène, de soufre et de phosphore. Cette molécule est gigantesque. Là, vous en voyez une toute petite partie. En fait, elle peut contenir jusqu'à des millions et des milliards d'atomes. Ces atomes ont cette forme particulière, cette double hélice que vous voyez, ce mouvement torsadé, dans lequel chacune des lignes, des échelons de l'échelle, si on veut, chacune des lignes qui va d'une échelle à l'autre, est comme l'équivalent d'une lettre. On retrouve là notre idée de la nature est structurée comme un langage, mais dans un sens maintenant extrêmement défini, extrêmement littéral, puisque la disposition de ces lettres, il y a en fait 4 lettres fondamentales, l'équivalent de A, C, G et T, et toute la vie est codée dans des mots dont les 4 lettres sont A, C, G, T. Ce qui va changer d'un être vivant à l'autre, c'est la façon dont ces lettres vont se disposer à l'intérieur de ces mots. Et changer ces lettres, ça équivaut par exemple à produire un singe ou une grenouille ou bien une fougère. Et toute la vie va procéder par ce codage. Alors, mystère très grand, encore loin d'être résolu. Comment ce codage est-il arrivé? D'autant plus qu'on sait que ce codage ne peut se produire que s'il y a par ailleurs d'autres substances comme des protéines qui peuvent le produire. Voilà une image d'une protéine. C'est quelque chose qui est essentiel pour l'apparition de cet ADN, de ce code génétique. Mais par ailleurs, c'est cet ADN qui est lui-même responsable de la formation des protéines. Alors, il y a un problème de type œuf-poule qui est le premier. C'est une question qui intrigue beaucoup les gens. Il y a des ébauches de réponses dans la littérature, mais c'est encore évidemment quelque chose dont on est loin de connaître la réponse. Ce qui est important, c'est de noter comment ces molécules ont des formes très particulières. À l'échelle atomique, elles sont gigantesques, elles ont un comportement, elles peuvent se déplier, se replier sur elles-mêmes, former des anneaux, des boucles, et toute cette géométrie des formes des molécules est importante. On s'aperçoit qu'à ce niveau, la forme joue un rôle fondamental, un peu comme par exemple dans le cas de la clé et de la serrure. Vous savez que c'est la forme de la clé qui détermine si elle peut ou non ouvrir une serrure. De la même façon, on voit que ces éléments de topologie, de géométrie, jouent un rôle fondamental dans l'évolution de la vie. Toujours est-il qu'à partir du moment où cette molécule d'ADN est apparue, qui peut stocker de l'information, cela va ouvrir une possibilité gigantesque à la formation de structures différentes, de possibilités fantastiques de formes animales et végétales. Pendant longtemps, cela va se contenter de produire des formes assez simples. Ces formes simples auront toujours comme élément fondamental donc la cellule. Alors voilà une maquette d'une cellule vivante. Au centre de la cellule, il y a cette petite poche, et dans cette petite poche, il y a ce qui est présenté là
comme une petite boule brune. Cette petite boule, c'est un peu comme l'information, c'est l'ensemble de l'ADN. C'est un peu, on peut faire la comparaison avec une usine. Dans une usine, il y a des ateliers de production, mais ces ateliers de production dépendent de façon indispensable du plan de production, et ce plan de production est généralement stocké dans un coffre-fort auquel seuls les ingénieurs en chef ont accès. Alors la cellule, c'est un peu ça. Le coffre-fort, c'est la partie centrale. Les documents qui donnent les plans à partir desquels on va fabriquer ce que l'usine fabrique sont stockés dans l'ADN, dans cette petite boule. Et de ces plans, ensuite, il y a des ouvriers, des molécules, qui vont venir chercher la forme de ces plans, qui vont les copier, qui ensuite vont les transporter dans les parties extérieures, qui se présentent sous forme de quantités d'organelles, qui ont des noms variés, des mitochondries, il y a toute une batterie d'éléments qui sont là. Et on aura toujours ce mouvement de va-et-vient. On va chercher les plans dans la cellule, on les transporte dans les ateliers de construction, et la cellule va construire, par exemple, certains types de protéines, selon qu'il s'agit d'une cellule du cerveau, par exemple, neurone, ou bien une cellule de la peau, ou une cellule du sang. Elle va produire des choses différentes, mais toujours ce qu'elle va produire, elle va le produire à partir de ces plans, de ces patterns, qui est inscrit en détail dans l'ADN. Donc voilà la cellule fondamentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous sommes des composés, des associations de milliards de ces cellules, et chaque cellule dans notre corps sait, entre guillemets, ce qu'elle doit produire. Par exemple, quand vous avez mangé quelque chose, une nourriture ou une autre, la cellule a pour rôle de venir voir ce que vous avez mangé, ce qu'il faut produire pour digérer ce que vous avez mangé. Il y a une activité chimique fantastique dont le rôle est assigné à chacune des cellules de votre corps. À ce moment, les cellules, dans la vie, les cellules peuvent également se reproduire, c'est-à-dire se doubler et donner l'égal d'elle-même, donner une autre cellule qui soit identique à elle-même. Et cela se produit parce que dans les cellules, cet ADN, qui contient non seulement l'information qu'il faut pour la tenir en vie, mais l'information qu'il faut pour qu'elle puisse se reproduire, cet ADN est inscrit dans ces bâtonnets que vous voyez au centre de cette cellule. Ces bâtonnets sont des chromosomes, et ces chromosomes contiennent toute cette information. Eh bien, à un moment donné, la cellule décide de doubler ces chromosomes, c'est-à-dire de produire une nouvelle série de chromosomes identiques à celle qu'elle a déjà. Et quand cela est fait, il y a migration de ces chromosomes et la cellule peut se diviser en deux parties et donner deux cellules. Et nous allons voir une très jolie séquence, une séquence de la multiplication d'une cellule en plusieurs cellules, ce qui va être à l'origine de l'apparition d'un triton, d'un petit bactracien. Alors voilà la cellule au départ, c'est une cellule maintenant qui a été fécondée, vous voyez qu'elle est entourée d'une espèce de plasma. Cette cellule maintenant va se diviser d'abord en deux parties, nous allons la voir maintenant après 3 multiplications, 2, puis ensuite chacune d'entre elles se sépare, ça fait 4, et ça fait 8. Là vous avez une étape ultérieure, maintenant on est rendu à 8 cellules identiques à elles-mêmes, vous voyez que ça fait une boule. Et maintenant, on a encore accru le nombre de multiplications. Je ne sais pas combien il y en a là-dedans. Vous pouvez sans doute les compter. C'est peut-être 32 ou 64, je ne sais pas très bien. Mais c'est le même phénomène. Cette multiplication, chaque cellule se divise en deux et cela multiplie par 2 le nombre de cellules. Ce qui est remarquable, c'est que jusqu'ici, vous avez vu que l'ensemble de ces cellules, qui s'appelle une morula dans la terme technique, ça a la forme d'une boule. Et on ne voit pas très bien comment cette boule pourrait, en se multipliant, se transformer en quelque chose qui ne soit pas une boule de plus en plus importante. Vous voyez qu'à l'étape suivante, c'est encore une boule. Là, je ne sais pas à combien on en est. On doit en être à
à 128 ou 256, je ne sais pas. Ce qui se passe d'extrêmement intéressant et mystérieux et très difficile à comprendre, et qui est un des sujets d'étude de la biologie contemporaine, c'est comment il se fait que cette boule, à un moment donné, qui pourrait continuer, qui devrait normalement devenir simplement une boule de plus en plus grosse, puisqu'après tout, chacune des cellules se divisant en deux, cela devrait produire une boule. Tout d'un coup, cette boule va se déformer, va prendre une forme allongée. Cette forme allongée aura à un bout la tête, à l'autre bout la queue, s'il s'agit d'un animal, ou les pieds. Il y a un message qui est transmis d'une cellule à l'autre, un message qui est totalement mystérieux pour nous, qu'on commence à comprendre, mais qui est un des grands problèmes de la biologie contemporaine, et qui fait que tout d'un coup, la boule décide de se transformer, de se modifier et de prendre une forme maintenant qui n'est plus sphérique, dans laquelle vous voyez qu'il y a une tête à gauche, une queue à droite, et que maintenant la topologie, la forme de l'ensemble de ces boules va prendre une forme particulière qui va donner un animal. Alors l'animal en question, c'est le triton. Voilà l'image suivante. Vous voyez maintenant qu'on n'est plus du tout dans cette symétrie sphérique que nous avions auparavant. On a un animal qui a une forme très particulière et le voilà maintenant dans l'eau avec une structure, des branchies, des yeux et tout cela. Eh bien, ce phénomène de multiplication des cellules et de division des cellules est un des phénomènes fondamentaux de la vie, dont, encore une fois, les mécanismes sont très mystérieux, mais qui est une des propriétés de la vie, de se multiplier, de former une quantité toujours plus grande de nouvelles cellules, mais surtout le fait que ces cellules, après un moment donné, reçoivent le message qui est inscrit quelque part dans ces gènes, mais on ne sait pas bien comment, de devenir, par exemple, un triton ou un poulet ou un être humain. Vous savez qu'il y avait déjà chez les Romains cette question fondamentale. Les Romains se disaient, comment se fait-il que quand je mange du poulet, il ne me pousse pas des ailes? Comment se fait-il que la nourriture que je mange, comment mon corps sait-il que cette nourriture, il ne faut pas en faire du poulet, même si le matériau c'est de la viande de poulet, mais il faut le transformer en moi-même, c'est-à-dire en quelque chose qui, bien sûr, change au cours de la vie, mais que vos amis reconnaissent. Après, au cours des années, il y a une persistance de notre forme. Eh bien, la réponse, maintenant, nous la connaissons, c'est précisément le fait que ce matériau est divisé en petites parties très infimes et que grâce à cet ADN, à ce code génétique, quand ce matériau est reconstruit par multiplication des cellules, eh bien, il y a l'information que cela doit rester un être humain ou une vache ou un mouton. Donc ça, c'est un élément fondamental que nous avons appris grâce à la biologie moléculaire, c'est la permanence, la rémanence des formes pendant l'évolution de la vie, aussi bien la vie individuelle des personnes que la forme de vos enfants, c'est-à-dire la lignée de vos enfants ressemblera à des êtres humains. Vous n'avez aucune chance d'avoir parmi vos enfants des moustiques ou bien des mésanges. Les premiers vivants sur la Terre apparaissent quand la Terre a au plus 1 milliard d'années. La Terre a 4 milliards 500 millions d'années et déjà à 3 milliards 500 millions d'années, on trouve des quantités innombrables de petits squelettes, de petits organismes vivants qui devaient avoir déjà envahi les océans. Il s'agit de petits êtres vivants très petits qui sont composés d'une seule cellule. La vie à l'état monocellulaire, comme on dit, c'est-à-dire chaque vivant c'est une seule cellule, ça va être la vie sur la Terre pendant plus de 2 milliards 500 millions d'années. Les océans en contiennent de très grandes quantités, mais en autant qu'on puisse le savoir, il n'y a pas de système plus complexe. Ceci dit, il faut faire un peu attention à de telles affirmations. Bien sûr, on ne connaît ces événements, ces éléments, que grâce aux fossiles que l'on peut trouver. Et par exemple, si un être vivant n'a pas quelque chose comme une carapace ou une structure solide qui peut vivre, qui peut durcir et durer
après la mort de cet être vivant, évidemment, on n'en trouvera pas de traces. Donc, toute cette histoire est toujours un peu marquée par cette difficulté. Y a-t-il des fossiles? Mais les fossiles, encore faut-il qu'ils puissent durer. Alors, donc, on n'a pas de preuve, disons, que pendant cette période qui va du moment où la Terre a 1 milliard d'années jusqu'au moment où elle a environ 3 milliards 500 millions d'années ou un peu plus, il n'y a pas de preuve que la vie ait consisté en autre chose qu'une multitude de petits organismes composés d'une seule cellule. Vous en voyez une image devant vous. Ces organismes souvent prennent des formes assez remarquables, assez jolies. Il s'agit souvent de ce qu'on appelle des diatomées. En voici un autre exemple qui est particulièrement intéressant. On dirait une sorte de soucoupe volante ou de vaisseau spatial. En fait, il faut bien se dire que ce sont des petits organismes minuscules, généralement invisibles à l'œil nu. Il faut des microscopes pour les voir, ou c'est à la limite de ce qu'on peut voir avec l'œil. De tels organismes, on peut facilement les observer. Il vous suffit, par exemple, de laisser un bouquet de fleurs dans l'eau pendant très longtemps, bien après le moment où les fleurs sont fanées et où la plante elle-même a commencé à pourrir. Après un certain temps, vous savez très bien que ça commence à sentir très fort et que si vous regardez avec un microscope l'eau dans laquelle ces plantes baignaient, eh bien, elle contient une quantité de ces petits protozoaires, organismes variés qui étaient donc les habitants de notre planète pendant plus de 2 milliards d'années. Je vous rappelle que dans la première période de la vie de la Terre était très chaude, c'était une boule de lave incandescente, que l'eau a émergé de l'intérieur de la Terre, qu'elle est restée pendant très longtemps au-dessus du point d'ébullition, qu'ensuite elle est restée à des températures qui ont été en refroidissant progressivement, que sans doute l'océan primitif devait être au voisinage de 100 degrés, c'est-à-dire de l'eau de la température où l'eau bout. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les organismes les plus anciens, les cellules les plus anciennes, qu'on appelle les algues bleu-vert, ces algues, eh bien, on les retrouve dans les sources chaudes. Par exemple, récemment, j'étais en Islande, et en Islande, il y a autour des geysers des mares d'eau qui sont pratiquement à 100 degrés. Ces mares ont une très belle couleur aquamarine. Cette aquamarine est due précisément au fait qu'à de telles températures, des organismes comme ceux-là vivent très bien. Et donc, on a toutes les raisons de penser que ce sont parmi les premiers vivants qui sont apparus. Après 2 milliards 500 millions d'années, donc quand la Terre a un peu plus de 3 milliards 500 millions d'années, c'est-à-dire il y a, disons, 1 milliard d'années dans le passé, il se produit un phénomène fondamental, c'est que ces organismes vont commencer à s'associer pour produire ce qu'on appelle des organismes pluricellulaires, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de fédération. Ces organismes vont se mettre ensemble et les différentes cellules, parce que chacun de ces organismes est une cellule, les différentes cellules vont se mettre à jouer un rôle différent à l'intérieur du nouveau vivant, de ce système qui est produit par cette fédération. Et là, on va voir des cellules qui vont devenir des cellules des poumons, d'autres des pattes, d'autres... il va y avoir comme une spécialisation des cellules pour le bien de l'ensemble de l'organisme. Ça ressemble toujours à ce que nous avons appelé la nature est structurée comme un langage. Là, les lettres, ce sont les cellules, et l'organisme est une sorte de mot dans lequel les cellules jouent un rôle particulier. Alors, vous avez devant vous également un vivant très ancien, ça s'appelle une daphnie. Les daphnies, on en donne en nourriture à nos poissons tropicaux dans nos aquariums. Ce sont également des êtres très petits. Mais là, il s'est produit entre-temps une évolution fondamentale et très significative pour la vie, c'est l'apparition de la sexualité. La sexualité, ça veut dire qu'on va passer d'un mode de reproduction, le mode ancien, dans lequel la cellule se divisait et faisait 2 parties identiques à elle-même, donc il n'y avait pas beaucoup de possibilités de variation, on faisait du pareil à soi-même. Au niveau de la sexualité, c'est quelque chose de différent. Cela va demander que deux cellules ou 2 organismes, j'ai dit 2 cellules parce qu'on pense aujourd'hui que même au niveau des cellules, la sexualité apparaît quelque part,
ces deux cellules vont préparer un petit paquet avec l'ensemble de leurs chromosomes et vont les mettre en commun. Et ce mélange en commun fait que des caractéristiques de l'un et de l'autre vont produire un nouvel être qui n'est pas identique ni à l'un ni à l'autre, mais qui est quelque chose de nouveau. Alors vous voyez que la nature, qui est toujours éprise de nouveautés, de créer des choses inédites, eh bien, elle a trouvé une invention géniale. Cette invention géniale, c'est la fantastique possibilité de créer des êtres nouveaux avec simplement le mélange des génomes, comme on dit, c'est-à-dire des ADN d'un des partenaires avec l'autre partenaire. Et bien sûr, cette nouvelle recette, elle va faire fureur, elle va être adoptée un peu partout, à la fois par les plantes et par les animaux, et c'est cela qui va être à la racine de l'extraordinaire diversité et variété des formes aussi bien animales que végétales. Là, vous avez devant vous précisément cette paire de Daphnie. Et cet événement fondamental maintenant qui va jouer un rôle déterminant, c'est la rencontre sexuelle. Et vous savez, nous savons maintenant jusqu'à quel point la nature a été inventive pour créer des moyens d'amener cette rencontre sexuelle, toutes les techniques, tous les moyens, les parades que l'on trouve au niveau des animaux. Pratiquement chaque espèce animale a ses méthodes pour arriver à ce que les partenaires des deux sexes se rencontrent et puissent engendrer des êtres nouveaux qui vont à la fois assurer la survie de l'espèce, la continuité de l'espèce, mais aussi qui vont permettre de créer des êtres nouveaux qui vont pouvoir évoluer. C'est un des éléments fondamentaux de l'évolution de la vie sur la Terre. À partir de là, on va former encore des formes extrêmement variées, quelquefois très belles, comme celle que vous voyez ici, une sorte de plante, de végétation aquatique, dont les formes rappellent assez bien, je les ai présentées, puisque comme on parle d'astronomie, on a un peu l'impression de voir des sphères, on est quelque part entre l'astronomie et la biologie. J'ai pensé que cette image pourrait être très inspirante. La vie est très conquérante. C'est comme si la vie ou la nature n'avait de cesse qu'elle n'ait envahi tous les lieux de la planète, et sa capacité de s'adapter à des milieux différents est extraordinaire. Il y a comme un challenge de la vie, je vais m'adapter, je vais réussir à m'implanter un peu partout. Voilà un petit animal, c'est un poisson, c'est un des premiers poissons à avoir essayé d'envahir les milieux continentaux, c'est-à-dire à quitter l'eau, où jusque-là la vie était confinée, à quitter l'eau pour pouvoir se propager sur les continents qui jusque-là sont vierges. À cette période, il n'y a pas d'habitants sur les continents, et voilà que la vie va essayer d'envahir les continents. On va avoir la naissance de ce que nous appelons les amphibiens. Alors, comment ce petit animal réussit-il cela? C'est assez astucieux. C'est un peu l'opposé de ce que nous faisons quand nous voulons aller dans l'eau. Quand nous voulons aller dans l'eau, pendant longtemps, on prend une bonbonne d'oxygène parce que, bien sûr, il faut respirer, on doit respirer. Et pour respirer dans l'eau, comme il n'y a pas d'oxygène accessible à nos poumons dans l'eau, on prend des bonbonnes et on respire de l'oxygène qu'on a apporté avec soi, qu'on a pris dans l'atmosphère. Lui, il fait l'inverse. Lui, il peut respirer seulement à partir de l'eau, il ne peut pas respirer dans l'air. Alors avant de quitter le milieu aquatique, il boit, il remplit son estomac d'eau, et puis ensuite, il se sert de cette eau qui est dans son estomac, de laquelle il peut tirer l'oxygène et respirer. Donc c'est l'opposé des plongeurs sous-marins. Il prend sa provision d'eau et il va faire son petit tour sur le continent. Et il y reste aussi longtemps que ces provisions d'oxygène qui sont dans l'eau de son estomac peuvent lui permettre de rester. Alors c'est un exemple de cette invasion progressive de la vie sur la Terre. Un peu plus tard, ces amphibiens vont arriver à se libérer complètement de cette dépendance à l'eau. Ils vont apprendre à respirer, ils vont apprendre à vivre sur les continents. Et cette vie sur les continents va être possible grâce à un événement assez extraordinaire qui est l'apparition de l'atmosphère d'oxygène. Il faut bien dire que la vie sur la Terre, au début, a commencé dans des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui. À cette période, l'atmosphère était une atmosphère de gaz carbonique, comme sur Vénus ou comme sur Mars. Et si l'atmosphère a changé et est devenue une atmosphère d'oxygène, c'est grâce à la respiration
de milliards de plantes, de petits organismes vivant dans l'eau, les planctons marins, qui vont progressivement, par leur respiration, eux respirent du gaz carbonique comme les plantes, et aspirent le gaz carbonique plutôt, et respirent, c'est-à-dire rejettent de l'oxygène. Et grâce à ce phénomène, l'atmosphère va se transformer progressivement et va devenir une atmosphère d'oxygène et d'azote. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que le gaz carbonique est un gaz qui permet certains échanges énergétiques, mais qui est loin d'être aussi profitable, d'être aussi riche en énergie que l'oxygène. Et l'oxygène, qui au début était tellement riche que c'était un poison, c'était une substance toxique, c'était vraiment une pollution initiale, eh bien la vie va arriver précisément à se développer pour utiliser cet oxygène pour arriver à acquérir, à extraire toujours plus d'énergie du milieu ambiant. Alors va se produire une autre chose importante par rapport à nous aujourd'hui, c'est que cet oxygène, en très haute, au sommet de l'atmosphère, va produire ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone, l'ozone, c'est une molécule de 3 oxygènes, 3 atomes d'oxygène, alors que l'oxygène moléculaire, c'est 2 oxygènes. Alors pourquoi c'est important qu'il y ait cette couche d'ozone? Quand on dit une couche, ce n'est pas vraiment une couche, c'est un tout petit accroissement de la quantité d'ozone quand on monte à 30-40 km jusqu'à 100 km au-dessus de nos têtes. C'est que cet ozone est un très bon paravent contre le rayonnement ultraviolet. Le Soleil envoie beaucoup de rayonnement ultraviolet sur la Terre, beaucoup par rapport aux besoins de la vie, et avant l'apparition de cette couche d'ozone, la vie sur les continents n'aurait pas été possible parce que cet ozone, ce rayonnement ultraviolet est un rayonnement stérilisant. Et toute vie sur la Terre aurait été rapidement stérilisée. Le fait que les vivants transforment le gaz carbonique en oxygène, que cet oxygène produise par l'intervention, par l'arrivée du rayonnement ultraviolet de l'ozone, cela fait comme un paravent qui coupe en très grande partie la quantité de rayonnement ultraviolet et qui rend les continents accessibles aux êtres vivants, comme ce petit animal, qui rend ces continents accessibles. Donc, vous voyez cette action, rétroaction de la vie sur l'atmosphère d'une façon à augmenter les possibilités de la vie. Et ça, on trouve ça souvent dans l'évolution. La vie influence le milieu dans lequel elle se trouve de façon à augmenter les possibilités de l'évolution, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin dans cette quête de milieux nouveaux. Dans l'image suivante, vous voyez l'image d'un marécage où la vie est très florissante, très luxuriante. Vous avez là aussi des oiseaux aquatiques. Les oiseaux sont un autre exemple d'une victoire de la vie sur les éléments. Les éléments, les premiers vivants, évidemment, sont cloués au sol par la gravité, et les milieux aériens ne leur sont pas accessibles. Pourtant, grâce à des phénomènes reliés à l'évolution, que nous comprenons plus ou moins bien, des êtres vivants arrivent à occuper les lieux les plus extraordinaires. Maintenant, on trouve la vie dans l'espace, en fait, dans l'atmosphère, on trouve la vie dans les milieux les plus froids, jusque dans les régions arctiques. Des animaux peuvent vivre à des températures de moins 60, moins 70. Les pingouins, par exemple, s'y trouvaient parfaitement heureux. D'autres animaux vivent dans les milieux les plus chauds, les plus arides, les plus humides. Il y a comme une volonté conquérante de la vie qui lui permet de s'installer sous toutes les latitudes, dans toutes les circonstances, et de s'adapter à des circonstances différentes. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé de l'importance pour l'évolution de la vie des tremblements de terre, des mouvements continentaux, des volcans, de cette activité de la Terre qui vient du fait que la Terre est encore chaude au centre et qu'elle a encore cette activité. Eh bien, c'est bien là que ça joue un rôle important. Quand, par exemple, un continent se déplace à partir d'une région arctique vers une région plus chaude, c'est ce qui est arrivé, par exemple, pour le continent indien, qui était, il y a quelques centaines de millions d'années, près du pôle et qui est maintenant dans une région très chaude, eh bien, la vie doit s'adapter, les êtres vivants doivent arriver à s'adapter à ce nouveau milieu, à rencontrer de nouvelles difficultés. Eh bien, ce phénomène est un phénomène très dynamique pour l'apparition de nouvelles espèces qui ont les propriétés, qui sont en mesure de pouvoir vivre dans ces conditions extrêmement différentes. Donc, on voit comment la Terre et son évolution, l'atmosphère et son évolution influencent la vie, qui à son tour influence l'évolution, en tout cas, de l'atmosphère.
des moteurs fondamentaux de l'évolution de la vie sur la Terre, c'est simplement la difficulté de vivre, c'est-à-dire, par exemple, la compétition pour obtenir de la nourriture, pour, comme on dit, manger et ne pas être mangé. Et cette compétition va être à l'origine d'un très grand nombre de ce qu'on appelle des stratégies de survie. Chaque espèce animale développe sa propre forme d'interaction qui lui permet de s'assurer la possibilité de manger et de ne pas être mangé. Par exemple, certains animaux vont investir, comme on dit, dans la vitesse. D'autres, au contraire, vont rester immobiles, mais vont développer des armes puissantes. Par exemple, les oursins qui développent ces épines, ces aiguilles. D'autres vont investir dans les poisons. Enfin, il y a toute une technique, tout un ensemble de techniques qui permet à chaque espèce animale de pouvoir s'intégrer dans un système où elle peut donner, recevoir et aussi se protéger. L'intelligence est vraisemblablement une des stratégies de survie les plus extraordinaires qui existent, puisque si on est intelligent, eh bien, on peut essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi et par là d'arriver à se tailler sa part et à éviter d'être la proie d'une autre espèce. L'intelligence est une stratégie qui a été assez généralement acceptée, adoptée dans le monde vivant. Il n'y a pas que notre lignée, il y a aussi de l'intelligence, on le voit bien, chez les oiseaux, chez les cétacés, les baleines, les mammifères marins, chez les rats, à divers degrés. Cette capacité de comprendre, c'est-à-dire d'intégrer des images, de former des images à partir de la réalité, et d'associer des images. Par exemple, un singe qui voit une pomme dans un pommier et qui voit un bâton peut très bien dans sa tête associer ces deux images et se dire, avec ce bâton, je peux aller chercher cette pomme et la manger. Eh bien, cette forme donc de stratégie de vie a été adoptée par quantité d'espèces animales, mais surtout par l'espèce que nous appelons les mammifères, par les simiens, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Dans l'arbre de l'évolution géologique, nous avons vu apparaître les amphibiens, ensuite il y a les reptiles, et entre eux, parmi eux, il y a les oiseaux, et chez certains reptiles, ensuite, vont donner naissance à la branche des mammifères, et ces mammifères vont donner naissance aux simiens et ensuite aux hominiens. Alors, je vous présente cette image ici parce que je la trouve très belle. C'est un petit tarsier. C'est un de nos ancêtres d'il y a une centaine de millions d'années. Voilà, quelqu'un qui est dans notre arbre généalogique. Je crois qu'il a à la fois des yeux sympathiques, mais aussi des yeux très curieux. On sent dans ce regard intense quelque chose qu'on va retrouver de la nature, de l'intelligence, de la curiosité et aussi de la sympathie. Dans l'échelle des êtres vivants, nous allons voir apparaître aussi toute la lignée des arbres, toute la lignée des végétaux, qui, eux, n'investissent pas du tout dans le mouvement, ils sont plutôt immobiles, sauf dans de rares cas, mais qui vont investir dans la chimie, dans la possibilité d'extraire du sol les éléments minéraux dont ils ont besoin et de créer des formes gigantesques et des apparences quelquefois très belles. C'est une allée de platanes au Jardin botanique de Genève. C'est quelque chose qu'on peut mettre avec notre pommier de notre image initiale. Ça fait partie de la très grande richesse, de la très grande variété de notre univers. Et puis nous arrivons finalement à l'être humain, qui est ce que nous connaissons sur la Terre de plus intelligent, c'est-à-dire de plus en mesure d'interagir avec son environnement, la capacité des êtres humains de créer des œuvres d'art, d'explorer le cosmos et aussi de créer des armes destructrices, est un élément très important sans doute dans l'évolution de la vie sur la Terre et probablement dans l'évolution de la vie dans l'univers, puisqu'il y a de bonnes raisons de penser, on y reviendra, que de telles évolutions biologiques ont pu exister sur bien d'autres planètes. C'est aussi le départ d'une problématique dans laquelle nous sommes plongés en ce moment et sur laquelle également nous reviendrons un peu plus tard. Mais avant de poursuivre, avant d'en arriver à ce chapitre de l'interaction dangereuse et menaçante et profitable et belle de l'être humain avec la nature, je voudrais revenir maintenant en arrière et nous resituer dans notre pyramide de la complexité
pour en tirer quelques leçons intéressantes. Ce qu'on observe, c'est donc cette croissance de la complexité tout au cours de l'évolution de l'univers. Question intéressante, comment se fait-il que cette matière qui au départ était totalement chaotique, comment se fait-il qu'elle se soit organisée plutôt que de ne pas s'organiser, plutôt que d'en être resté à ce niveau chaotique du début? Je vous dis tout de suite, la réponse à cette question, on ne la connaît pas. Mais on sait des choses sur le mode, sur les moteurs qui ont amené cette croissance de la complexité, et ces choses sont en elles-mêmes très intéressantes et sont porteuses de leçons par rapport à notre interaction avec notre environnement aujourd'hui. En gros, je vous rappelle que ce qui joue un rôle important, c'est la présence de forces. Il y a des forces dans la nature qui jouent comme un rôle de colle, qui vont associer ces structures en structures plus compactes. C'est un peu l'équivalent dans l'alphabet, dans le langage écrit, à la façon dont nous regroupons les lettres pour en faire des mots et comment nous séparons les mots pour être certains que nous pourrons identifier chaque mot par rapport aux autres mots. Là, c'est tout à fait simple. Quand vous écrivez « le ciel est noir », si vous voulez qu'il n'y ait pas de confusion, vous mettez « LE » et puis vous mettez un espace, et ensuite C-I-E-L et un espace. Donc, en laissant des espaces entre les mots, ces espaces nous permettent d'identifier les mots dans le cours de l'ensemble de ces lettres. Alors, comment la nature fait, elle, pour nous permettre de reconnaître, d'avoir des identités structurées par rapport aux différentes forces? Elle va le faire avec ce que nous appelons des colles ou des soudures. Et ces colles et ces soudures, on en a parlé, ce sont les forces de la nature. Il y a 3 forces fondamentales qui vont jouer un rôle important. Il y a la force nucléaire, la force électromagnétique et la force de gravité. Alors, la force nucléaire, c'est celle qui colle les quarks en neutrons et protons dans les tout premiers temps de l'univers. C'est celle ensuite qui colle les neutrons et protons en noyaux d'atomes un peu plus tard. Et à partir de là, c'est le domaine de la force électromagnétique, qui est une force beaucoup plus faible, mais qui est beaucoup plus souple aussi, qui permet des structures beaucoup plus complexes, des comportements beaucoup plus délicats. Ici, c'est le gros œuvre, c'est le béton armé. Là, c'est la finition, c'est la délicatesse. C'est elle qui va permettre aux atomes de former des molécules gigantesques qui sont souples, qui peuvent se déformer, comme les protéines qu'on a vues. Ces molécules, ensuite, associées en cellules, ces cellules associées en organismes. Tout ça, c'est le domaine de la force électromagnétique. Ce que nous savons maintenant, c'est que ces forces, ces 3 forces, ces 2 forces, alors il y a la troisième qui est la force de gravité, qui est celle qui crée les étoiles, et ce sont les étoiles qui, par le fait qu'elles sont chaudes, permettent l'entrée en action de la force nucléaire. Eh bien, ces 3 forces existaient déjà dans les tout premiers temps de l'univers. Nous en avons la preuve, nous en avons des tests nombreux qui nous disent tous la même chose. Ces forces étaient déjà présentes avec exactement l'intensité qu'elles ont aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose d'assez mystérieux, cela. Qu'est-ce que c'est que ces lois de la nature? Pourquoi y a-t-il des lois qui régissent les forces? Pourquoi ces lois sont-elles tellement invariantes au cours du temps, alors que tout change aussi considérablement autour du temps? Ça, on ne le sait pas. Sur quelle table de pierre, pour employer une image plus littéraire, sur quelle table de pierre, comme celle de Moïse, les lois de la nature sont-elles inscrites? C'est une question qui se pose, à laquelle on n'a pas de réponse. On est très content qu'il y ait des lois, parce que jamais on n'aurait pu comprendre tout cela, et en fait, jamais rien n'aurait pu s'organiser s'il n'y avait pas eu ces lois. Mais quelle est l'origine de ces lois? Quel est leur statut? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'on dit qu'il y a des lois dans la nature? C'est quelque chose qui nous échappe entièrement. Mais en fait, la chose fondamentale, c'est que ces lois, donc, existaient, et qu'elles existent tout au long de ce parcours sans la moindre variation. Dans la partie initiale ici, ces lois n'avaient aucune possibilité d'agir. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop chaud. Et leur œuvre était totalement neutralisée. À chaque fois que des quarks s'associaient en neutrons et protons, immédiatement, ils étaient dissociés. C'est l'effet des très hautes températures. Et c'est dans le cours de ce refroidissement progressif de la nature, alors que la température baisse, que l'action destructrice de la chaleur diminue parce que la température baisse, c'est au cours de cette évolution que des structures de plus en plus complexes vont pouvoir apparaître. D'abord le nucléaire, bien sûr, parce que c'est très fort, c'est plus en mesure de résister à la chaleur. Ensuite l'électromagnétique, et on peut voir la structuration de l'univers
comme étant le moment où, à mesure que le temps passe, la température baisse, la chaleur diminue et les forces sont en mesure de former des structures qui peuvent exister, qui peuvent durer, qui ne sont plus immédiatement détruites par la chaleur. Je vous rappelle que nous sommes en train de nous questionner sur cette fameuse pyramide de la complexité et en particulier, comment se fait-il que ces échelons ont été progressivement gravis? Je vous ai rappelé qu'un élément fondamental, c'est l'existence des forces de la nature. Il y a 4 espèces de forces, il y a 4 forces, le nucléaire, l'électromagnétique, la force faible et la force de gravité. 3 d'entre elles seulement sont en mesure de faire des structures. La force nucléaire qui fait des petites structures mais très compactes. La force électromagnétique des structures plus faiblement liées et de dimension plus grande. Et la force de gravité encore plus faiblement liée, d'une façon générale, mais pas toujours, et encore beaucoup plus grande. Et la force faible joue un rôle au niveau de l'interaction des neutrinos. On n'a pas la possibilité d'entrer dans ce chapitre pendant ces leçons. L'existence de ces forces, comment se fait-il qu'il y a des forces? Bien là, on montre, on découvre qu'il y a des forces dans la nature. Nous sommes un peu dans la position d'un botaniste, par exemple, qui va dans un champ et qui dit, voilà, il y a des pervenches, il y a des ficaires, il y a du chèvrefeuille. Il dénombre les forces. On essaie, comme on l'a vu un peu plus tôt, de les unifier. Ça marche bien des fois, ça marche moins bien d'autres fois. Mais on est surtout en train de répertorier ce qu'on voit dans la nature. Eh bien, c'est l'existence de ces forces. Maintenant, nous allons aborder un autre problème qui est très important, c'est le rôle de ces forces et en particulier la possibilité qu'elles auraient pu avoir de détruire cette diversité de la nature et le fait qu'elles ne l'ont pas eu. Et je vais vous expliquer cela en revenant à une notion qu'on a développée au tout début, c'est qu'est-ce qui se passe quand une force entre en opération, c'est-à-dire quand 2 particules se rapprochent suffisamment l'une de l'autre pour pouvoir se joindre et former un nouveau corps, une nouvelle structure liée par une force, une des forces dont on est en train de parler. Alors, vous avez devant vous cette balance que j'avais présentée au début et qui montre que lorsqu'on prend un proton et un neutron, et qu'on les met ensemble, la force nucléaire agit entre les deux, en forme une structure que nous appelons le deutéron, ou le noyau de l'hydrogène lourd, comme on dit. L'élément fondamental, c'est que cette structure est plus légère que la somme des 2 éléments, des 2 particules qui la composaient. Cette différence de masse est bien exprimée par la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, qui est une formule qui est équivalente, par exemple, à l'affirmation « le dollar vaut 5 francs ». C'est l'équivalence numérique entre les deux. L'énergie est équivalent à tant de quantité de matière et le facteur numérique, c'est C2, mais c'est un chiffre tout à fait équivalent à 5 francs, par exemple, pour la valeur du franc. Eh bien, pour la valeur du dollar. Eh bien, le phénomène fondamental, c'est donc qu'effectivement, étant moins massif, le noyau le deutérium est plus stable que le proton et le neutron. Pourquoi? Parce que cette différence de masse est émise sous forme d'un rayonnement. Ce rayonnement donc contient l'énergie qui emporte la différence de masse et ce système est en quelque sorte protégé, si vous voulez, contre la destruction par son défaut de masse. En d'autres mots, si vous voulez détruire le deutéron, pour en faire un proton et un neutron, eh bien, il faudra faire l'opération inverse. Il faudra lui envoyer un rayonnement suffisamment puissant pour arriver à le casser. Donc, on dira que le deutéron est plus stable que le proton et le neutron. Et la force nucléaire, quand elle a fait du deutéron, elle n'a pas épuisé ses possibilités. On peut ensuite faire la même chose, prendre un deutéron et y adjoindre encore un neutron, et on va faire une nouvelle structure, l'hélium-3, qui est plus stable. Et ainsi de suite, on montre qu'à mesure qu'on adjoint des particules, des nucléons à un noyau, on gagne en stabilité, on arrive à former des structures de plus en plus stables, c'est-à-dire qui émettent de l'énergie,
de la lumière et qui sont donc plus compacts, plus stables, moins massifs que la somme de leurs constituants. Alors un élément fondamental que nous avons vu au moment où nous étions en train d'étudier l'évolution des étoiles, c'est que cette possibilité ne s'étend pas aux noyaux les plus lourds. Et on l'avait représenté à partir de ce diagramme ici, qui donne ici le nombre de nucléons, protons, neutrons, qu'on associe ensemble, et ici le gain d'énergie, c'est-à-dire la différence de masse qu'on obtient quand on associe des particules en particules plus lourdes. Alors, par exemple, on a vu comment l'hélium est particulièrement favorisé, puisque la différence entre 4 protons et un hélium est particulièrement grande, et c'est ce qui fait, par exemple, que l'hélium est un des produits favoris de la formation des réactions nucléaires dans les étoiles. Ce que nous montre cette courbe tout à fait fondamentale, c'est que cela se poursuit jusqu'à un minimum qui est présenté par le fer. En d'autres mots, le fer est l'élément le plus stable que la force nucléaire puisse lier. Si on continuait, on arriverait à des éléments moins stables, c'est-à-dire que pour les produire, il faudrait donner de l'énergie. Ces noyaux se cassent en noyaux comme ceci, c'est la fission, par exemple, de l'uranium. Donc, on peut dire que la force nucléaire peut aller jusqu'à produire des structures comme le fer, et que quand elle arrive au fer, elle a épuisé ses possibilités. Elle n'est plus en mesure de lier des structures encore plus stables. On va le dire d'une façon plus littéraire, en disant que le rêve de la force nucléaire, ce serait de transformer toute matière en fer. C'est ce qu'elle peut faire de mieux, et si on lui donnait carte blanche, si on lui donnait la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses aspirations, elle transformerait toute matière, que ce soit de l'hydrogène ou de l'uranium ou de la confiture aux cerises, c'est pareil. Si vous mettez cette matière dans un milieu suffisamment chaud pendant suffisamment longtemps, vous aurez à la fin des atomes, des noyaux de fer. Donc voilà, le rêve de la force nucléaire, c'est de transformer toute matière en fer. De la même façon, les autres forces ont également leur rêve. La force électromagnétique, par exemple, aspire, entre guillemets, à transformer la matière en ce que nous appelons des structures nobles. Alors, il y a en particulier les atomes rares, les atomes nobles, qui sont par exemple l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, qui sont remarquables par le fait qu'ils sont fermés sur eux-mêmes et qui ne réagissent pas lors qui n'ont pas de réaction chimique avec d'autres éléments. Pourquoi? Parce qu'ils sont très stables, ils se replient sur eux-mêmes et ils refusent d'interagir avec le monde extérieur. De la même façon, il y a l'autre force qui nous intéresse, la force de gravité. Quel serait son rêve? La force de gravité, si on lui laissait carte blanche, si on lui laissait la possibilité d'agir aussi longtemps qu'elle le pourrait, elle transformerait toute matière en trou noir. Alors, revenons pour un moment sur la force électromagnétique. Là, nous avons le même phénomène que nous avions tout à l'heure. Quand on met un proton et un électron ensemble, on produit quelque chose de plus stable qui est l'atome d'hydrogène. Cela pourrait se continuer jusqu'au moment où la force électromagnétique ait créé donc ces structures nobles que sont les atomes dont j'ai parlé, néon, argon, krypton, xénon, mais aussi au niveau moléculaire, le gaz carbonique, le CO2, l'eau, H2O sont des structures particulièrement stables qui sont aussi l'aspiration, le rêve secret de la force électromagnétique. On a encore une fois notre même balance qui nous rappelle qu'un même phénomène se produit quand on associe ensemble des systèmes massifs. La Terre et la Lune, par exemple, donnent un système qui est le système Terre-Lune, qui est moins massif. De la même façon, le gaz interstellaire qui a donné naissance au Soleil, si on faisait la somme de toutes les particules qui sont présentes dans le Soleil au moment où elles étaient dispersées en matière interstellaire, on verrait que cet ensemble est plus massif que le Soleil lui-même, qu'en faisant le Soleil, on a gagné, on a perdu de la masse, et c'est cette perte de masse, en fait, qui permet au Soleil de briller. Au moins, c'est la source de ces phases de fusion gravitationnelle qu'on a vues, ces chapitres de contraction gravitationnelle qui s'intercalent entre les périodes où il y a les périodes de fusion thermonucléaire. Donc, vous voyez toujours la même chose, les forces ont tendance à créer des structures plus compactes, plus stables, et cette quête de la stabilité est un des éléments fondamentaux de l'évolution de l'univers.
En d'autres mots, lorsqu'on a vu comment dans la pyramide de la complexité, on est passé de l'état de quark à neutron-proton, à noyau d'atome, à molécules, etc., le moteur fondamental, c'était la quête de stabilité. Les structures cherchent à se placer dans une structure plus stable, de plus en plus stable, c'est-à-dire structure qui a émis de plus en plus d'énergie vers l'extérieur. Et vous voyez tout de suite le drame qui va se préparer. Si on laissait à la force nucléaire la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses aspirations, elle transformerait tout en fer. Si on laissait à la force électromagnétique la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses aspirations, elle transformerait tout en structure noble. Et si on laissait à la force de gravité la possibilité d'aller jusqu'au bout de ses aspirations, elle transformerait l'univers en trou noir. Ce que nous observons, c'est que ça n'est pas le cas. Le fer est un élément relativement rare, les structures nobles sont relativement rares, et les trous noirs également, il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Question fondamentale que nous allons aborder maintenant, comment se fait-il que ces rêves de la nature n'ont pas été réalisés? Qu'est-ce qui a frustré les forces? Qu'est-ce qui les a empêchés d'aller jusqu'au bout de leurs aspirations?